Merci beaucoup. À mon tour de remercier le comité des deux sociétés savantes de m'avoir donné cette lourde tâche de parler d'un sujet stressant et difficile, qui sont les fistules à l'étage sus-mésocolique. Voilà, donc quand on parle de fistule ou de désunion anastomotique, on parle de complications qui est sérieuse, qui va altérer la qualité de vie, qui va allonger le séjour hospitalier, qui va augmenter les coûts de prise en charge, qui va augmenter la mortalité et la survie à long terme aussi. Leur management passe inéluctablement par la connaissance parfaite des facteurs de risque, par la prévention qui, comme a dit le monsieur professeur Amraoui, est la meilleure façon de le traiter, et puis, quand il le faut, il faut instaurer un traitement adéquat. Il s'agit au fait de situations stressantes aussi bien pour le patient que pour le chirurgien qui vont se poser les mêmes questions. Pourquoi il y a la fistule? Est-ce que c'est grave? Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est une situation où il y a beaucoup de doutes qu'il va falloir remplacer par des certitudes, si on peut, aussi bien sur le plan diagnostic positif que sur les modalités de prise en charge. Quand on parle de fistules sus-mésocoliques, on parle des fistules après chirurgie œsophagienne, après les gastrectomies, les moignons du duodénum et les fistules bilioddigestives. Je ne vais pas parler des fistules sur chirurgie bariatrique et après chirurgie pancréatique parce qu'il y a des communications qui le sont dédiées. Alors, est-ce que c'est rare? Non, c'est pas rare, mais c'est pas très fréquent non plus, alhamdoulilah. Les fistules après chirurgie de l'œsophage, quand il y a une anastomose cervicale, surviennent chez 20% des patients. C'est fréquent, mais c'est pas très grave. Quand il y a une plasticolique, ça arrive jusqu'à 30%. L'anastomose intrathoracique, c'est 10% de fistules. Pour après gastrectomie, les anastomoses gastrojejunales fistulisent chez 1% des malades. Après une anastomose œsogéjunale, ça arrive jusqu'à 15%. Et sur les moignons duodénaux, ça arrive jusqu'à 4%. Aussi, c'est la même chose sur les biliodigestifs. Alors, pour les facteurs de risque, il y a certains facteurs qui sont liés au patient, d'autres sont liés à la technique chirurgicale. Pour ceux qui sont liés aux patients, il y a certains facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. C'est l'âge, le sexe masculin, la tumeur, plus elle est proximale, son stade. Il y a des facteurs sur lesquels il faut agir. L'anémie, la malnutrition, comme ça a déjà dit, je ne vais pas m'attarder. Il y a des facteurs sur lesquels il faut s'efforcer d'agir avant d'opérer, notamment l'obésité, et c'est surtout l'obésité viscérale, plutôt que le BMI, qui est un facteur de risque maintenant connu des fistules digestives, les traitements en cours et les insuffisances respiratoires, rénales et vasculaires. Pour nous les chirurgiens, il faut vraiment être très minutieux et éviter les malfaçons et les erreurs qui sont un facteur de risque connu et logique de fistules digestives, notamment les règles pour confectionner une fistule, éviter les erreurs, les agrafages qui ne sont pas adéquats, la tension, la malvascularisation. La splénectomie augmente le risque de fistule et aussi la durée opératoire. Si la durée est trop longue, on aura beaucoup plus de fistules. Il y a un travail des Coréens qui est apparu en 2012 sur les gastrectomies par célioscopie et qui a montré que les gastrectomies par célioscopie entraînent plus de fistules que par la parotomie. Alors, le diagnostic positif, on ne va pas s'attarder, mais les fistules peuvent être complètement asymptomatiques, découvertes de façon fortuite, c'est jusqu'à 7%. Les fistules digestives, on parle. Et puis, elles peuvent, en général, et c'est une situation favorable, se manifester par un écoulement, en général, 70% entre 5e et 15e jour. Ça peut se présenter sous le tableau d'un abcès profond, dominé par la tachycardie et la fièvre surtout. Et puis, le syndrome péritonéal, la péritonite généralisée, et là, le signe constant, c'est la fièvre. Beaucoup plus, la contracture des fonds sont vraiment rares en post-opératoire. Il ne faut pas attendre que ça existe. Surtout, la fièvre et les troubles du transit. Il faut faire attention aussi aux troubles neuropsychiques qui sont un signe de gravité. La biologie, on vient d'en parler, elle n'est pas spécifique, mais très orientatrice et évocatrice, notamment la cinétique de la CRP, maintenant, c'est démontré. La procalcitonine aussi pour les gens qui en disposent. Et puis les signes négatifs. On a un malade opéré, il fait de la fièvre. On fait un prélèvement des urines et un cathéter. S'ils sont négatifs, attention, c'est peut-être ailleurs. L'imagerie, on le sait très bien, quand on a des doutes après une chirurgie, on fait un scanner.
On fait un scanner qui va confirmer le diagnostic de fistule en montrant une extravasation du produit de contraste, qui va montrer les conséquences de cette fistule. Il y a une collection, un épanchement localisé ou diffus, péritonite, et élimine les diagnostics différentiels aussi, une cholécystite par exemple, une cholécystite post-opératoire, une pancréatite. Les épanchements en eux-mêmes ne sont pas contributifs parce que c'est normal d'avoir un peu de liquide ou de l'air dans l'abdomen en post-opératoire. Le transit aux hydrosolubles garde une indication pour les taches mésocoliques. On voit ici, c'est un monsieur qu'on a opéré pour un estomac élargi avec une splénopancréatectomie gauche. Et à J7, il fait une fistule sur l'anastomose œsogéginale avec, une collection ici, un abcès au niveau de l'hypocondre droit qui était heureusement au contact du drain. Et on voit ici la fistule, l'extravasation du produit de contraste. Sur le transit, on voit la fistule, mais heureusement, le transit se faisait de façon préférentielle sur le digestif. La fistule elle suivait les deux drains qu'on a laissés en place. On a fait un système d'irrigation et les choses se sont arrangées. Certains signes rapidement doivent aussi attirer l'attention. C'est l'inflammation autour de la plaie qui survient après 4-5 jours ou l'inflammation autour des orifices des drainages. La fistule du moignon duodénal se manifeste souvent par un écoulement de bile ou d'un liquide marron par le drain ou par la fistule de la médiane quand elle est exclue. Sur le scanner, on s'attardera à chercher une collection ou des bulles de gaz autour du moignon. Les fistules après chirurgie de l'œsophage avec anastomose cervicale vont entraîner une issue de salive et une infection cervicale qui peut être importante. Les fistules biliaires sont souvent dirigées, mais quand elles sont dans l'abdomen, elles entraînent un collet péritoine vraiment bruyant. Quand on a fait le diagnostic positif, il faut faire le diagnostic de gravité. Et là, notre confrère réanimateur a bien précisé, quand on a une défaillance viscérale, quand on a des signes péritoniaux, c'est grave. Quand la fistule est extériorisée, un débit élevé, une localisation proximale aussi, c'est grave. On arrive au vif du sujet, la prise en charge chirurgicale, elle se conçoit bien sûr dans une équipe où tout le monde a sa place. Le dernier à avoir une place, je crois, pour intervenir, c'est le chirurgien, on va le voir. La réanimation, je ne vais pas revenir sur le support nutritionnel qui est très, très, très important, qui est vraiment au centre. Les traitements conservateurs, radiologie interventionnelle, oui, je crois que c'est l'intervenant le plus important. Aussi le traitement endoscopique quand les fistules sont petites, moins de 2 cm, moins du tiers de la circonférence de l'anastomose. Il y a une place à mettre une prothèse, un stent ou même des endoclips. Voilà, ici sur les images, on a les différentes techniques, que ce soit le stent ou les endoclips et l'histoacryl aussi. Alors, la décision chirurgicale se conçoit en équipe et de façon objective. Il faut vraiment se détacher, avoir des éléments objectifs et prendre l'avis des confrères, des collègues de même spécialité et des autres spécialités. En faveur de l'attitude conservatrice, un état hémodynamique stable, une diurèse conservée, l'absence de signes infectieux généraux, l'absence d'irritation péritonéale bien sûr, et la disparition des signes d'appel, une amélioration en général de la CRP, de la procalcitonine. Ces éléments doivent être réévalués plusieurs fois le même jour, plusieurs fois par jour, pour ne pas rater le moment idéal pour réintervenir éventuellement. Quand on n'a pas ces indications, il faudra réintervenir le plus tôt possible. En cas de fistule extériorisée, on a vu, je crois qu'on a les mêmes références, mon ami et moi. L'évolution va se faire soit vers la guérison, la pérennisation ou des complications, on a vu, je ne vais pas m'attarder. Et donc, les modalités thérapeutiques qui s'offrent à nous sont d'abord l'appareillage de cette fistule susmésocolique pour quantifier son débit, compenser les pertes hydroélectrolytiques, compenser les pertes alcalines. Chez nous, on donne de Wellmess. En Europe, c'est de l'eau de Vichy. Il faut assistance nutritionnelle et de la sandostatine. Ça a été prouvé que ça diminue le taux de fistule et les raccourcit les délais de fermeture. Les facteurs prédictifs d'une fermeture spontanée sont un débit inférieur à 500 ml par jour, l'absence de radiothérapie, l'absence de sténose sous-jacente, un trajet fistuleux court et un orifice étroit, absence de défecte pariétal, l'absence de comorbidité et un support nutritionnel, ça revient à chaque fois, qui sera bien conduit. La décision chirurgicale se fera si pérennisation, mais là, il n'y a pas le feu, on a le temps, il faut intervenir au-delà du 2e mois, à distance des phénomènes aigus septiques et inflammatoires, par une voie centrée sur la lésion, et on pourra faire une résection anastomose de la fistule.
Alors, l'exception, c'est les indications de la réintervention très précoce. En général, avant la 24e heure, et en général, c'est une erreur technique qui a abouti à une fistule qui ne va pas être colmatée. On aura rapidement une péritonite ou une médiastinite parce qu'il n'y a pas encore d'adhérence. Et là, il est permis de faire des resutures ou des re-anastomoses. En cas d'anastomose gastro-jéjunale, par exemple, on peut recouper les berges et refaire l'anastomose, transformer une once en oméga en une once en Y, et puis suturer éventuellement une fuite œsogéjunale, éventuellement sur un drain de Kerr, ou suturer le moignon duodénal qui est fistulisé. Mais ça, c'est l'exception. Quand la péritonite est déjà là, on a les mains plus ou moins liées. S'il y a du pus partout, on n'a pas le droit de faire des sutures. Les organes susmésocoliques sont des organes fixes. On ne peut pas faire de stomie. Les sécrétions biliopancréatiques et gastrodiodenales, qui sont des enzymes qui vont être activées, ça va entraîner des nécroses, hémorragies et des abcès qui vont encore compliquer les choses. Ben là, il y a des mesures communes qui, à mon avis, vont devoir être suivies. D'abord, la chirurgie doit être le plus simple et le plus efficace possible parce qu'en général, quand on opère, on a une seule balle. Il ne faut pas la rater. Ça va être une relaparotomie ou une rethoracotomie. Est-ce qu'il y a une place pour faire une relaparoscopie? On va la voir sur la slide d'après. Les gros principes, aspiration, lavage péritonéal, faire un bilan lésionnel exhaustif, éradiquer les sources d'infection parce que c'est un facteur pronostic majeur et drainer la cavité péritonéale. Alors, relaparoscopie ou pas, ben, les Coréens et les Japonais sont les leaders en la matière. Ils ont un volume qui dépasse maintenant les 4 à 5 000 procédures susmésocoliques par an. Et à quoi ils concluent? Ils concluent que relaparoscopie, oui, entre des mains expertes, chez un patient stable, avec un geste simple. Laver, placer un drain, plus ou moins une suture simple. Pas de réintervention complexe. Non, lorsque l'état hémodynamique est instable, si la chirurgie est compliquée ou que ça va allonger la durée de l'intervention. Pour ce qui est des mesures spécifiques, on va voir organe par organe. Pour la chirurgie de l'œsophage, l'indication d'une reprise en présence d'un sepsis ou d'une fistule non contrôlée. Après échec des traitements conservateurs, c'est la stratégie setup approche. Lorsqu'il y a une désunion précoce, qui relève en général qui est due à une malfaçon technique ou à une nécrose étendue, la fistule ne sera pas colmatée, on l'a dit, et l'état de choc va être fulminant. La désunion est large et qui va intéresser plus du tiers de la circonférence. Là, il faut réintervenir pour réparer les dégâts, pour diriger, pour laver. En cas de fistule intrathoracique, ben, ça va être une rethoracotomie, débridement, décortication, évaluation de la vitalité de la plastie. En général, les nécroses arrivent, mais leur incidence est de 2%, plus ou moins état de choc. Lorsqu'il y a cette nécrose étendue, 2%, il va falloir enlever cette plastie, faire une œsophagostomie cervicale, gastrostomie et jéjunostomie. Si la nécrose est viable, ben on a le droit, au niveau de l'œsophage thoracique, de refaire des sutures, intubées par Kerr, plus ou moins un lombopleural ou intercostal. Si la nécrose est limitée, on peut même faire une recoupe et refaire une anastomose, avec bien sûr un drainage efficace. En cas de fistule sur l'œsophage cervical, ben, il faut avoir la main beaucoup plus facile à reprendre les malades, faire un débridement large et drainer de façon large la cervicotomie. Rarement, on aura besoin de faire une diversion œsophagienne. En cas d'anastomose œsogéjunale, ben, l'indication de reprendre les malades, c'est le sepsis avec défaillance d'organes, la péritonite, et bien sûr, après échec des traitements conservateurs radiologiques et ou endoscopiques, et bien sûr, si on a une fistule, comme on a dit, précoce. La technique chirurgicale va dépendre de la taille de la fistule. Si on a une fistule qui est large, au-delà du tiers de la circonférence, il va falloir démonter l'anastomose et intuber l'œsophage et mettre en place une sonde nasogastrique et ou une œsophagostomie cervicale. Bien sûr, avec terminaliser le jéjunum en jéjunostomie d'alimentation. Par contre, si on a une petite fistule, comme on a vu sur les images du transit, ben, on peut faire une intubation transorificielle avec suture sur le drain de Kerr ou sonde naso-œsophagienne et irrigation. Le drain de Lévy, on va en discuter dans 2 diapos.
Il y a cet article, cette méta-analyse des Américains qui a regroupé plus de presque 4000 malades sur 20 ans, chez qui, après gastrectomie, et qui ont colligé 114 fistules d'anastomose œsogéginale. Le tarissement de la fistule, 66 ont eu un traitement conservateur, 21 ont eu un traitement endoscopique et 27 ont eu un traitement chirurgical. Le tarissement de la fistule se fait après traitement conservateur en 1 à 4 semaines, ce qui est bien. La mortalité globale, tout traitement confondu, était de 26%, un malade sur 4. Par contre, les malades opérés, il y avait 62% de mortalité. Et dans ce travail, il conclut que le traitement conservateur doit être l'option de choix dans la prise en charge des fistules anastomotiques œsogéginales. Le traitement chirurgical peut s'avérer nécessaire en cas de large déhiscence ou après échec des autres traitements, et que le traitement endoscopique est prometteur. Ça, c'est les Américains en 2015. Et il propose un arbre décisionnel qui est centré sur le traitement conservateur. Le traitement chirurgical n'est indiqué que s'il y a une péritonite ou qu'il y a tous les autres traitements ont failli. Qu'en est-il des fistules sur moignon duodénal? Quand on doit opérer parce qu'il y a une péritonite, il faut organiser une fistulisation dirigée par drain de Lévy ou équivalent. Honnêtement, je n'ai aucune expérience sur le drain de Lévy. Même en France, on ne l'a jamais utilisé. C'est un artifice, c'est ça le drain de Lévy. Il a trois canaux, un pour l'aspiration, l'autre pour irrigation, l'autre pour l'entrée d'air. C'est un drain qu'on met dans la fistule, on va assurer une irrigation et une aspiration qui va être retirée pas à pas et remplacée par un autre drain normal. À côté du drainage, on associera une exclusion dédonale faite d'une cholécystostomie qui est beaucoup plus simple que d'aller disséquer un canal cystique ou une voie biliaire dans un milieu infecté. Transformer une once en oméga en une once en Y par un simple agrafage de l'once afférente et bien sûr mettre une jéjunostomie d'alimentation. L'alimentation orale précoce est autorisée puisque le duodénum est exclu notamment sur une once en Y. L'alimentation ne va pas toucher le duodénum. On est à 70 cm, donc il faut continuer l'alimentation entérale. Pour ce qui est des fistules sur moignon duodénal, il y a aussi cette méta-analyse d'une équipe italienne qui a colligé 145 patients avec fistule du moignon duodénal après gastrectomie pour cancer. Et là, le traitement chirurgical, pour les malades qui ont été opérés, c'est 59 malades opérés, consistait à faire une intubation drainage du moignon duodénal. Ils utilisent beaucoup le drain de Kerr et un module lame-drain pour drainer. Exclusion duodénale. Ils ont un cas d'anastomose duodénogéginale qui a été fait, un cas de DPC parce que les lésions étaient trop importantes, et un cas en cas de perte de substances très importantes de fistule complexe. Ils ont mis un lambeau du muscle grand droit. Le délai de tarissement de la fistule était le plus court en cas de traitement conservateur et le plus lent en cas de traitement chirurgical. Et le séjour hospitalier après relaparotomie était soit de 1 jour, il est mort le malade. Il y a un malade qu'ils ont gardé pendant 3 ans à l'hôpital. 1000 jours, ce n'est pas une erreur. Ouais. Il est sorti, il est rentré. Dans ce même travail, dans ce même papier, la mortalité globale des fistules du moignon duodénal était de 11%. Après traitement chirurgical, elle passe à 67%. C'est pour vous dire que vraiment le traitement chirurgical ne sera indiqué que si on a la main forcée. Relaparotomie, si conditions générales sévères, sepsis, hémorragie, ou après échec des autres moyens thérapeutiques. Le traitement conservateur qui est logique de garder jusqu'à 6 semaines. Une seule plaque sur les anastomoses biliodigestives, je crois que mes confrères vont en parler. Et là, le drain de Kerr classique va trouver vraiment son champ de compétences parce qu'il va permettre de sortir à la peau cette fuite biliaire. Les résultats du traitement chirurgical, il y a cette méta-analyse d'une équipe allemande qui a colligé 1100 et quelques gastrectomies pour cancer. Quand on fait un traitement conservateur, 81% des malades survivent. Quand on fait un traitement chirurgical, réintervention plus drainage ou réintervention plus suture, 2/3 des malades meurent. Je crois que c'est assez clair. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette mortalité?
D'abord, quand on opère les malades, il faut avoir une clairance abdominale complète. Plus on ne laisse pas d'infection en place. Si on contrôle insuffisant de l'origine de l'infection égale mortalité. Le délai de reprise chirurgicale est aussi important. Cette mortalité est de 35% si on réintervient pendant les premières 24 heures. Il est doublé, il est de 65% si on attend le deuxième jour. L'âge au-delà de 65 ans est aussi un facteur de risque de mortalité. Les troubles de conscience, très importants. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le sexe masculin. En cas de fistule dirigée, la mortalité va dépendre essentiellement du débit de cette fistule. Elle est inférieure à 5, elle est de 5% si le débit est inférieur à 200 ml par jour. Elle est de 30% si elle est supérieure à 1,5. Elle sera aussi de 30% si cette fistule est associée à un foyer septique intra-abdominal non traité. Le délai de guérison par traitement médical exclusif est de 1 mois, 32 jours. Par traitement séquentiel médico-chirurgical, il est de 2 mois et 10 jours. Les résultats à long terme, les fistules anastomotiques susmésocoliques vont entraîner une altération de la qualité de vie, ça s'explique, des sténoses anastomotiques, des fistules chroniques, et ce qui ressort maintenant de plus en plus dans la littérature, c'est l'altération du résultat oncologique dû à l'inflammation et causée par la désunion anastomotique. Et là, les courbes sont parlantes d'elles-mêmes. On a un travail des Coréens qui sont les leaders en la matière, et qu'on voit ici la courbe de la survie globale sans fistule, après gastrectomie pour cancer sans fistule, et hop, ça se casse s'il y a une fistule. La même chose, la survie spécifique liée au cancer sans fistule, elle est de 100%. Avec fistule, enfin pas 100% des malades, elle est très rapidement cassée. Les Japonais, ils ne font pas mieux quand ils ont une fistule. La même chose, la différence est significative en survie liée au cancer. Donc, je vais conclure. Il me reste 2 plaques pour dire la prévention est très importante. En préopératoire, éviter les facteurs de risque et la nutrition. En post-opératoire, les conditions de confection des anastomoses que vous connaissez tous mieux que moi. L'épreuve d'étanchéité, elle diminue le taux de fistule. L'administration d'une saturation, d'une FiO2 à 80% diminue le taux de fistule de 49% des cas. Certains utilisent des patchs de Tacozil. Et puis, en post-opératoire, je vais parler de la nutrition entérale qui diminue le taux de fistule post-opératoire de 7 à 3%. L'équipe de Lille a posé une question. Est-ce qu'il y a un type de reconstruction qui entraînerait un meilleur taux de fistule susmésocolique? Sur la méta-analyse de l'équipe de Lille, non, aucune différence, quel que soit le type de reconstruction, sauf que l'ANS en Y a de meilleurs résultats à long terme. Voilà, le traitement chirurgical des fistules susmésocoliques a un rôle crucial quand la situation est critique. Il doit être rapidement mis en œuvre après échec ou impossibilité des moyens conservateurs avec un timing à ne pas rater. Voilà, je vous remercie.